Donc, bonjour à tous, je m'appelle Isis Struck et je suis la directrice du laboratoire Charte actuel. Et donc, pour présenter ces 50 ans de sciences cognitives Charte, eh bien, je vais essayer de faire un petit retour en arrière, autant que faire se peut, et puis vous présenter un petit peu le programme de la journée qui a été un petit peu modifié, puisqu'il y a une personne, vous verrez, qui interviendra demain. Du coup, on pense qu'on a presque une demi-heure de retard, mais en fait, non, on est bon en timing. C'était un petit peu fait exprès. Donc, tu peux avancer, s'il te plaît. Alors, ouais, peut-être qu'il faudrait mettre moins. Merci. Bon, j'ai regardé la définition de Larousse, hein, et donc les sciences cognitives, nous dit Larousse, sont les sciences qui ont pour objet de décrire, d'expliquer, voire de stimuler les processus de la connaissance. Et les sciences cognitives, nous dit encore de Larousse, forment une discipline qui associe principalement la psychologie, la linguistique, l'intelligence artificielle et les neurosciences. Et donc, nous allons voir que justement, Charte, c'est tout ça. Donc, peut-être le suivant. Alors, ici, donc, j'ai mis une longue tradition et une longue histoire à Paris 8. Alors, je suis professeur d'informatique à Paris 8, je ne veux pas forcément tirer la couverture à Paris 8, hein, c'est pas l'objet, mais c'est vrai que Paris 8 est quand même, au départ en tout cas, l'institution dans laquelle les choses ont eu, enfin beaucoup de choses ont eu lieu. Alors ici, donc, j'ai mis, on parle de l'ARCO, hein, l'Association pour la recherche cognitive, qui a été fondée par François Bresson, Jean-François Leny et Jean-François Richard, j'ai mis par ordre alphabétique des noms de famille. Et ça, c'était en 81. Et il y a eu une revue qui a été créée, qui existe toujours, qui s'appelle Intellectica. Donc, j'ai mis à côté les logos, qui sont les logos actuels, et peut-être que ce n'était pas cela à l'époque. Et donc, cette revue Intellectica, qui donc publiait les travaux de l'ARCO, l'Association pour la recherche cognitive, a été créée en 1985. Ensuite, donc, je peux également citer dans cette longue tradition le laboratoire de psychologie cognitive du traitement de l'information symbolique, également le laboratoire cognition et activité finalisée, et je vais dans la suite. Hein. Ensuite, le laboratoire cognition et usage, donc j'ai retrouvé quelques logos, notamment le logo de cognition et usage qui est ici. Puis, le laboratoire Cognition humaine et artificielle, avec son logo précédent que vous voyez ici. Et donc, le logo actuel, car c'était celui que vous aviez vu sur le premier slide et qu'on voit aujourd'hui sur le site. Alors, des noms maintenant, beaucoup de noms. Les principaux noms peut-être qu'il faut citer ici, donc Jean-François Richard, Janine Rogalski, Charles Tijus, François Jouan. Donc là, il s'agit des directeurs de ces laboratoires qui sont donc l'historique de Charte. Et puis aussi, un certain nombre de noms que je voudrais lister ici. Beaucoup de Paris 8, hein, comme je l'ai dit, de l'EPHE, et d'ailleurs, pas seulement que Paris 8, EPHE et d'ailleurs. Donc, Denis Alamargot, René Amalberti, je vais peut-être me tromper dans les prénoms, Dominique Archambault, Thierry Bacchino, Alain Blanchet, un prénom italien, Luca, merci, Bonatti, Marc Buis, Chauvet, c'était Gérard, Evelyne Clément, Jacques Crépeau, Guy Denière, Farid El-Massioui, Viviane Folcher, Franck Jamet, Sandra Jean Larose aujourd'hui, Henri Lehan, Christine Leproux, Yvan Lavallée, Jean-François Leny, Laure Léger, Denis Legros, Jaime Lopez-Craé, Brigitte Marin, Olga Megalakaki, Jean-Marc Meunier, Jacqueline Madel, Toby Nathan, Anne Nguyen Xuan, Sébastien Poitrenaud, Guy Politzer, Pierre Rabarbel, Emmanuel Sander, Isabelle Urda-Pieta,
Gérard Vergniaud, Henri Vallon, Nathalie Zage, Elisabetta Zivetti et beaucoup d'autres. J'ai tenu à les citer, il me semblait que c'était important d'indiquer tous ces noms qui ont donc croisé ou qui sont encore très présents dans le chat. Quelques mots-clés. Bon, j'ai mis des mots-clés qui correspondaient aux travaux à l'origine, que j'ai notés comme ça dans un nuage de mots-clés. Donc, bien sûr, on retrouve le mot politique, compréhension de problèmes, compétences, élaboration de compétences, représentation des connaissances, apprentissage, résolution, je l'ai déjà dit, corpus, etc. Peut-être le slide suivant, s'il te plaît. Donc, les grands domaines de recherche étudiés, dans ce que j'ai pu retrouver qui correspond à des grands thèmes d'environ 2000, donc il y a 22 ans maintenant. Donc, le traitement cognitif des propriétés d'objets, on en reparlera, le raisonnement et la résolution de problèmes, la représentation des connaissances, la compréhension et les apprentissages de corpus verbaux et iconiques, les apprentissages scolaires, professionnels et compétences, les technologies cognitives pour le handicap, là c'est un petit peu plus tard, c'est vers 2007 que les questions de handicap se rejoignent chat, la modélisation, c'est plutôt un peu avant, et en parallèle, même un petit peu avant, l'élaboration et l'utilisation de méthodes d'observation et d'analyse à travers notamment donc, le butin qui se trouve juste en bas, donc ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, sur la question du traitement cognitif des propriétés d'objets, je vais essayer de donner quelques disons, mots-clés, quelques thématiques étudiées. Donc, les travaux sur le traitement des propriétés d'objets et la catégorisation ont été faits sur les adultes et les jeunes enfants principalement. Et donc, l'idée, c'était d'étudier leurs capacités et leur développement cognitif. Donc, il y a eu des travaux sur la détection immédiate et la mémoire iconique, et donc, dans lequel le contexte dans lequel s'insère un objet, cette question-là était importante, la question du contexte, et qui a amené à se poser des questions sur les calculs, sur la similarité et la différenciation. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, et les travaux ne se sont pas arrêtés, évidemment. Il y a donc, sur cette histoire de contexte, l'effet du contexte a été trouvé aussi dans l'analyse sensorielle. Donc, tout ce qui je liste ici, ça correspond à des noms de gens que j'ai cités avant. Alors, je n'ai pas remis en correspondance à chaque fois, mais on va pouvoir le voir et le comprendre au fur et à mesure de ces données. Parmi les propriétés des objets, donc, on trouve le mouvement, donc avec des travaux qui étaient faits sur le mouvement. Et donc, traiter le mouvement permet d'anticiper et d'attribuer les causes. Parmi les propriétés des objets, on trouve aussi l'action. Et l'interprétation de l'action a été implantée notamment dans un logiciel de simulation de comportement d'agent. C'était, je crois, de mémoire, avec des gens du 6 notamment. Les catégories que l'on possède et leur organisation peuvent rendre compte de l'expertise, et les travaux également portaient et expliquaient que les novices possèdent de nombreuses catégories exclusives spécifiques et quelques catégories générales, alors que les experts ont un réseau plus structuré. Ça, c'est sur la partie traitement cognitif des propriétés d'objets. Peut-être si tu veux passer. Le deuxième point que j'avais indiqué, donc, sur le raisonnement et la résolution de problèmes, donc, notamment des études qui ont été faites sur l'effet du contenu, c'est-à-dire ce sur quoi portent les inférences à faire. Et donc, l'effet du contenu permet d'expliquer la tâche de raisonnement conditionnel. L'étude également, il y a des études sur les différences individuelles dans le raisonnement, avec une définition de profil, et on remarque qu'il y a une stabilité, la stabilité de distribution des profils. Également des travaux sur les inférences qui peuvent être numériques avec des quantificateurs verbaux,
quelques, un peu, etc. Ou 6 aussi. Je dis ça parce que pour le coup, ça résonne bien par rapport à ce que je connais bien pour ma part. Analogie, donc des travaux sur l'analogie. Et donc finalement, on se rend compte que l'analogie permet un mode de raisonnement et de résolution de problèmes. Également, toujours dans l'idée de l'analogie, la théorie de l'analogie est guidée par un mécanisme d'attribution de propriétés et d'abstraction à l'intérieur d'un réseau sémantique de catégories. Il y a des travaux là-dessus. Un travail qui a été fait sur les impasses dans la résolution de problèmes, et notamment comprendre et éviter les impasses. Eh bien, ça va permettre de comprendre et de découvrir des règles ou les règles ou certaines règles du problème. Et finalement, résoudre un problème, c'est pouvoir extraire les propriétés pertinentes pour l'action, catégoriser les objets pour leur utilisation, mais dans leur contexte d'utilisation. Ça, c'est un résumé vraiment lacunaire hein, de cette thématique-là. Si tu veux passer, s'il te plaît. Sur la représentation des connaissances, donc il y a eu des travaux sur la sémantique de l'action. Il y a eu donc des travaux qui disent que les significations d'action sont organisées en un nombre limité de champs sémantiques. Et donc, ça a permis de proposer une modélisation de la mémoire de travail à long terme et de donner lieu à des travaux sur l'apprentissage et l'acquisition de compétences. Et également, il y a eu des travaux sur l'analyse de l'activité de construction de cartes conceptuelles. On peut passer. Autre thématique donc, dans le listing que j'avais indiqué, la compréhension et l'apprentissage de corpus verbaux et iconiques. Donc, je mets un exemple ici sur un travail donc, fait sur les panneaux de signalisation routière et également porté sur la signalisation ferroviaire. Donc, il y a eu la réalisation de descriptions intégrées de panneaux de signalisation ferroviaire. Le panneau décrit, en fait, selon la tâche du conducteur, le trafic, routier, ferroviaire, selon les cas, et les propriétés visuelles du panneau. Les relations également, hein, dans ces travaux, donc les relations qui sont l'indépendance, l'exclusion, l'inclusion, l'équivalence, entre les catégories de panneaux, qui sont définies par leurs propriétés. Ces relations reflètent la structure sous-jacente à la signalétique. Donc ça, c'était simplement un exemple, mais enfin qui était très intéressant, puisque ça a été fait en partenariat, évidemment, avec les industriels. Également, donc, le volet apprentissage scolaire, professionnel et compétences, qui est là donc, depuis longtemps, hein, même avant que l'on se mette avec notamment l'UPEC, puisque l'UPEC, je n'ai pas cité dans les noms, puisque j'étais plutôt sur l'origine. Hein. On est avec des collègues de l'UPEC qui sont en Chartres, qui sont donc dans les Master MEF et dans l'INSPE de Créteil. Et donc, sur ces questions, sur cette thématique d'apprentissage scolaire, professionnel et compétences, l'idée, c'était de se dire que progresser, c'est devenir capable de se comporter différemment dans une même situation. Et progresser, c'est accéder à un comportement stratégique face à un problème. Et donc, dans ces travaux, on a l'identification de règles qui a été faite. Hein. On a identifié des règles erronées auprès d'élèves pour les problèmes usuels, ce qui a permis d'identifier la source des erreurs, évidemment, en vue, bien sûr, d'un travail de remédiation. Et il y a également des travaux qui ont été faits pour l'analyse des compétences des enseignants de mathématiques en particulier, avec l'utilisation des concepts et méthodes d'étude de la gestion d'environnement dynamique. Donc ça, ce sont des questions qui vont être soulevées, pas toutes exclusives, pas toutes, hein, mais enfin un certain nombre de questions vont être soulevées dans ces 2 journées. Alors, le point, et puis sur notamment les questions de handicap et de simulation que j'avais listé tout à l'heure, je n'ai pas fait de slide spécifique puisqu'on a un talk de Jaime Lopez-Crae qui va faire juste après.
et enfin, après. Et également sur la simulation, donc ça sera demain. Donc, du coup, je n'ai rien dit de spécifique là-dessus. Donc, l'élaboration et l'utilisation de méthodes d'observation et d'analyse, donc on parlait du bulletin, alors j'ai trouvé un logo qui doit être un logo plus ou moins d'origine, et puis le logo qui est en dessous, bleu et orange, qui est le logo actuel. Eh bien, l'idée, à la base, c'était de se doter d'outils d'observation efficaces à travers notamment le bulletin, qui veut dire laboratoire des usages en technologie d'information numérique, donc ici à la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc, j'ai mis un certain nombre d'images que je trouve jolies et parlantes. On peut reconnaître Charles ici, on reconnaît quelques collègues, Céline, Salvatore, Olivier Masson, sauf erreur, et puis les autres, je les reconnais ici. Fabien, ici, Fabien Ruggieri, et les autres, ils sont peut-être dans la salle. Non, mais je ne reconnais pas en tout cas. Voilà, et peut-être de l'autre côté, mais c'est un peu petit pour vous. Voilà, et le slide suivant. Merci beaucoup. Donc, du coup, le programme de la journée, on a donc un décalage d'une demi-heure à cause de ceci. Donc, à 11 h, donc l'introduction aux sciences cognitives, l'apport de l'EPHE et l'apport de Paris 8. Donc, alors François étant doyen à l'EPHE, donc il a un emploi du temps très compliqué et très contraint. Donc, du coup, là, il ne peut pas être là, il viendra après, et là, pour l'heure, il ne peut pas être là tout de suite. Et ce n'est pas grave, puisque Charles est ici, pourra donc faire la présentation. Ensuite, donc, Raimé à 11 h 30. Sur les technologies cognitives dédiées au handicap, dont j'avais listé le nom tout à l'heure. À midi, donc, un modèle pour l'histoire, une histoire de modèle, Henri Lehal, donc, introduction et lecture de François, j'espère qu'il sera arrivé pour midi. 12 h 30, neurosciences cognitives de l'attention, Gilbert Chauvet, donc, texte de Gilbert Chauvet, introduction et lecture de François également. 14 h 30, donc on se donne 2 heures de pause. Déjeuner, sciences cognitives de la résolution de problèmes, donc, avec Jean-François Richard, introduction d'Émile Clément. 15 h, sciences cognitives des apprentissages, les expériences de résolution de problèmes utilisant l'ordinateur, donc avec Anne-Nguyen Duhan, introduction de Charles. 15 h 30, sciences cognitives de la catégorisation des propriétés d'objets, donc Sébastien Poitrenaud, introduction Jean-François Richard. Et donc 15 h 30 qui était prévu, que vous avez peut-être vu sur le programme. Du coup, ça sera reporté à demain, c'est pour ça que j'ai laissé les deux grèves. Et donc 16 h, Nathalie, pardon, qui va donc lire le texte de Toby Nathan, Sciences cognitives de la culture, l'intelligence est dans les choses. Voilà pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci. On va avoir une très belle synthèse de la gestion collective et puis de tout ce qui est fait dans le laboratoire. Donc, on vient d'avoir. Est-ce que j'utilise le micro? Parce que c'est enregistré, ce sera sur la chaîne YouTube du laboratoire, et donc vous pourrez voir et revoir. Et c'est très important de voir et de revoir, parce qu'on vit une époque où on ne sait pas trop ce qui se passait hier. Alors, c'était dans les amusements, le film, bon, là encore, conseil au cinéma, de savoir ce qui s'est fait dans les années passées. Mais la science, c'est ce qui ne change pas. La science, ce n'est pas de l'innovation, ce n'est pas du nouveau. Il n'y a que plus une proposition scientifique tient la route, plus elle est solide, plus elle est scientifique. Donc si actuellement, une sorte de recherche de la nouveauté,
qu'est-ce que de bien pouvoir publier de nouveau? Non, essayez de vous reposer sur l'existant. C'est très important. Vos travaux vont perdurer. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils auront des bases solides. Et les journées sont particulièrement importantes pour ça, parce que nous avons Jean-François Richard qui est là. Beaucoup d'entre nous, sans les travaux de Jean-François Richard, on ne serait pas en train d'étudier ce que nous sommes en train d'étudier. Et des personnes comme Jean-François Richard, il y en a un certain nombre. Alors, je vais avancer pour vous montrer une. Voilà. Ça, vous avez dans le texte, hein, et puis le texte a été fait un peu d'exemplaires là, sinon c'est envoyé par mail. Donc, vous avez un certain nombre de laboratoires EPHE et Jean-François, Céline viendra, vous dira oh ben, le PHE, ce n'est pas 50 ans. 50 ans, ça concerne Chartres, Paris, etc. Mais le PHE, c'est une centaine d'années. Centaine d'années, vous aviez le laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Vous avez Jacqueline Nadel qui va intervenir, directeur CNRS, spécialiste de l'éducation, et qui va parler justement de ce passé du laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Vous avez également le laboratoire de psychobiologie du développement, le laboratoire de développement et complexité, le laboratoire d'analyse c'est complexe, etc. Voilà. Ça va ok. Voilà, on a eu un scène. Et puis là, si vous voyez cette image, donc, alors, est-ce qu'il y a des gens que vous reconnaissez là-dedans? Donc là-haut, vous avez. Ah oui, je m'en. Je pense que la personne la plus connue, elle est ici, hein, c'est Jean Piaget. Et juste à côté de Jean Piaget, là, ici, vous avez Monsieur Jean-François Richard, qui se trouve là parmi vous. Là, vous avez Paul Fraisse, qui est ici au premier rang. Là. Pierre Oléron, Julien Oléron. Voilà. Et donc, ça, c'est voilà. Ça fait partie de l'histoire du laboratoire. Et donc, ça, on l'a vu, ce sont les programmes. Alors, pour rappel, hein, il y a un petit déjeuner au lutin. Donc, lorsqu'on fera une pause, vous pourrez aller prendre des croissants, des choses comme ça, un café au lutin. À 15h, même chose. Puis à 17h, aujourd'hui et demain, il y a un cocktail qui permettra de discuter entre vous. Alors, j'aimerais, juste avant qu'on parle de Raïmé que j'aime, alors, dire deux mots de Guy Belnière, parce que Guy Belnière, il a été 2 fois de suite au laboratoire, il a été au laboratoire auprès de Jean-François Richard et de Jean-François Denis, et c'est un spécialiste du traitement automatique du langage, de la compréhension, etc. Et il avait prévu de venir, mais il ne peut pas. Pour plusieurs raisons, pour plusieurs familiales, mais sa famille qui va très mal, donc il fallait vraiment s'en occuper, il ne pouvait pas venir, mais il a envoyé quelques images en disant je termine directeur du CNRS, mais mon père, il était en fait charpentier, il construisait des murs, et il a tenu à envoyer cette photo-là. Et puis celle-là pour rigoler en disant finalement maintenant ce que je fais c'est voilà c'est le vélo qui me plaît beaucoup et donc il passe son temps à faire le vélo et il ne s'occupe pas de sa famille. Et puis mais si vous regardez qui est Guy Belnière, Guy Belnière c'est quelqu'un qui est au niveau international et tout ce qu'on peut faire actuellement des traductions automatiques avec Google, une langue à l'autre, etc. Mais ce n'est pas possible. Alors, son texte le plus connu, c'est un ouvrage texte en text processing, un traitement du texte, avec Jean-Pierre aussi, donc quelqu'un avec qui on a beaucoup collaboré. J'ai comme dit Science Society, donc la représentation des connaissances,
et puis comment une connaissance peut être évoquée à partir de ce qu'on perçoit. Hein, ça, c'est très important. Maintenant, l'émotion des textes produisent de l'émotion chez les personnes qui les lisent et chez les personnes qui les écoutent. Donc, c'est l'émotion, il est important de pouvoir caractériser un texte à partir de l'émotion, un peu de souci. Alors ça, il a créé Emoval Sevotex, qui est actuellement hébergé par l'Université Paris 8. Et donc, il a un retour sur Paris 8, et un retour de PHE également. Et très important, il a des travaux sur les modèles computationnels pour simuler la compréhension de texte. Et tout ce qui concerne le traitement des émotions dans le texte, il y a un papier qui est très cité, la behavioral research, et donc tout ça, le traitement des émotions, le traitement du langage, ne serait pas la même chose sans lui. Et surtout, Chartres, PHE, Chartres Paris 8 est connu parce que vous avez un concours, et le concours défi fouille de texte. Le concours défi fouille de texte, créé en 2005, par une équipe par des informaticiens qui travaillent en phase de traitement automatique du langage. Alors, c'est un concours qui a lieu tous les ans. Et par exemple, en 2022, ce concours défi fouille de texte porte sur la correction automatique de copies d'étudiants. Alors, comment on fait ça? Vous répondez à vos propres questions. Ensuite, vous avez un texte et des réponses aux questions posées. Maintenant, vous posez ces questions aux étudiants qui répondent. Mais ce que nous savons faire, ce que l'INR sait faire, ce que les gens qui ont fait du piège savent faire, avec ce qu'on appelle l'analyse sémantique latente, et de regarder la similarité sémantique, donc pas ce qui est écrit, mais la similarité, la structure profonde du texte, et pour savoir, par exemple, comment hiérarchiser les copies, en fonction de la compréhension profonde du texte et pas de ce qui est dit. Si vous dites j'ai soif, ou si vous dites je veux, j'ai soif, ou il me faudrait un verre d'eau, il n'y a aucun mot de similaire, aucun mot d'identique, et c'est la même signification. Donc ça, avec les méthodes vectorielles, ça permet de faire des choses, comme ils ont fait, le couplage d'espace sémantique, etc. Et grâce à ça, alors, il y a des équipes de toute la France, par même de l'Europe, qui participent à ce concours. Là, ce que DEST a fait, c'est de dire, pour travailler sur la sémantique, est-ce que deux textes qui sont différents sont en fait similaires, qui paraissent différents sont en fait similaires? Alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment utiliser si vous faites quelque chose comme ça, c'est le F-score, qui est basé sur la théorie de la détection du signal. Est-ce que ça va ensemble, est-ce que ça ne va pas ensemble? Ça peut sembler aller ensemble alors que ça ne va pas ensemble. C'est une fausse alarme. Ça peut aller ensemble, mais vous dites que ça ne va pas ensemble, donc vous avez raté quelque chose, c'est un raté. Soit ça va ensemble et vous dites que ça va ensemble, là vous avez raison, lorsqu'on fixe, ou vous dites oui, ça va ensemble, en fait, ça fait tout ensemble, donc vous avez fait une erreur. À partir de ça, vous pouvez calculer le F-score à partir d'un degré de précision, degré de rappel. Tout ça, il faut vraiment faire ça. Et entre autres, c'est ce qui a permis à Guidénia de pouvoir publier, de pouvoir faire ces méthodes statistiques que l'on peut développer également à partir du laboratoire. Et puis, si vous allez sur le site de l'attente sémantique analytique, donc ce que vous tapez LSC à l'université de Boulder, vous aurez les États-Unis. Alors, parce que pour faire ces analyses de texte, il faut de grandes bases de données. Les grandes bases de données sont soit en anglais, vous voyez, General Reading, etc. Vous voyez qu'il y a aussi pas mal de français.
Mais comment se fait-il qu'aux États-Unis, ils ont ce français, et en fait, vous voyez, Français Le Monde, ce journal Le Monde, etc. Et tout ça, c'est des millénaires qui a fait ça. Donc actuellement, à un niveau international, il y a pour l'interprétation, la compréhension du texte, la modélisation de la compréhension du texte, eh bien, vous avez des travaux de millénaires, et c'est grâce à millénaires que ces bases de données existent. Et vous pouvez aller comparer ce qu'on a dit tout à l'heure. J'écris les réponses à des questions, et puis je vais comparer avec celles données par les étudiants. Vous pouvez le faire. Il suffit d'aller sur le site LC, et puis vous entrez le texte, et puis vous dire à quel point deux textes sont similaires. Voilà, et tout ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très important. Et puis si vous voyez, parce que là, il y a, je ne sais pas, peut-être une trentaine de grands laboratoires qui participent, et puis vous voyez que le PHE, CNRS, voilà, ça, c'est les tableaux de millénaires qui sont arrivés second. En 2009, il est arrivé, voilà, troisième. Vous voyez, donc ce sont des... on a appris ça, on a le laboratoire qui est très fier, et dire que par rapport à d'autres centres de recherche, eh bien, en participant à un concours, ça a bien fonctionné. Voilà, donc ça, c'était par rapport à l'millénaire. Et des chercheurs comme millénaire, il y en a dedans. Et puis, le designer ne peut pas être là, voilà, mais nous avons réanimé le PSPAE. Donc, celui que j'aime, je ne sais pas, la photo est un peu moderne, c'est lui qui est là. On reconnaît, pour vérifier que c'est bien lui qui est là-bas. Il va parler tout à l'heure. Dieu garantit. Mais en attendant, alors, je vais présenter Raimé de Pestre. Donc d'abord, vous pouvez vous dire, d'accord, c'est bizarre comme nom, d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est mexicain, est-ce que c'est espagnol, et puis si vous tapez son nom, vous allez trouver plein de choses, comme cette photo, par exemple, qu'on trouve, parce qu'il a participé à l'Association française des sciences et technologies de l'information, qui était une des premières associations sur justement l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, parce que sciences et technologies de l'information, c'est pas simplement l'information artificielle, mais c'est l'information humaine. Avant, il y avait l'AFCET, l'Association française de la cybernétique économique et technique, qui a donné lieu à l'association à laquelle j'ai participé. Après, cette association s'est transformée pour devenir l'ASTI, Association française des sciences et technologies de l'information. Et maintenant, je pense que ça n'a pas nouveau changé, mais c'est la Société informatique de France. Et surtout, il a créé TIM, donc, qui est maintenant une équipe de recherche très, très dynamique, et dans le chat, parce que dans... et puis le master spécialisé technologie et handicap. Et puis surtout, l'IFRAT. Alors l'IFRAT, il a été président de l'IFRAT, mais actuellement, nous avons le président de l'IFRAT dans la salle. Est-ce que vous pourriez dire qui c'est? Oui, on se... C'est Gérard, actuellement, le président de l'IFRAT. Et c'est une association, c'est l'Institut fédératif de recherche sur les aides techniques pour les personnes handicapées. Ça, c'est vraiment très important. Et en étudiant ça, on fait vraiment de la recherche pour tout le monde. Et ce que j'ai tenu à dire, c'est, parce qu'avant, je ne me sursais pas au handicap, qu'est-ce qui fait que brusquement, je rencontre Raimé et son équipe, et puis j'apprends des choses. J'apprends des choses qui sont non seulement historiques, mais ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus, et en plus, qui m'apporte, qui change ma pratique de la recherche et la manière dont on fait de la recherche. Alors, la première chose que j'ai découvert, c'était le design for all, c'est-à-dire c'est designer pour tout le monde, faire pour tout le monde, ce qui marche pour tout le monde. Et donc, ça marche pour tout le monde, et ça marche aussi pour le handicap. Et c'est surtout qu'il faut, ce qu'on fait pour le handicap, on fait pour tous et on fait pour soi.
Et si on fait pour tous, alors on fait pour soi, mais pas l'inverse. Hein, que vous faites pour vous-même en disant, bah, tiens, je fais. Alors, je fais des choses, alors, et puis là, des choses que je ne savais pas, il m'explique que la télécommande, on a tous des télécommandes à la maison, la télécommande, c'est été fait que les personnes qui devaient se lever, parfois difficilement aller jusqu'au. Ah, c'est ça, hein, le téléviseur pour l'allumer ou pour l'éteindre, alors que voilà, tout le monde tout le monde. Voilà. C'est une innovation, donc il y a toutes les recherches hein, qui vont derrière, et il provient de prendre en compte le handicap. Alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que enseigner, c'est apprendre. Alors, je ne vais pas faire le lien entre lorsqu'on est en train d'enseigner, on apprend, avec le retour des étudiants, etc. Et ici, il n'y a pas ce retour. Si vous n'écoutez pas vos étudiants, ben, voilà, vous ne progressez pas. Écoutez les études, ce que vous dites, vous ne savez rien, je vais tout leur apprendre. Non, ils posent des questions très intéressantes et le fait d'enseigner, ce que ça permet d'apprendre. Et c'est donc ça que je l'ai découvert, là. Et surtout avec Jean-François Richard, parce que Jean-François Richard, au moment où il me dit Richard, je sais bien que je passe des cours. Alors je lui dis, oh ben non, non, je ne pourrais pas. Mais vous savez vraiment ce qu'il faut raconter. Non, 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 justement. Et tu seras plus efficace auprès des étudiants et tu apprendras bien plus, voilà, que moi en enseignant. Et puis là, tout récemment, évidemment, il y a la psychologie. Vous allez avoir Janine Rogaski qui va venir demain parler de la didactique, de l'apprentissage des maths, de l'apprentissage géométrique, etc. Et évidemment, comme tout psychologue de la cognition, on s'intéresse aux apprentissages. Et vous aurez entre autres cet après-midi Alain Billet, spécialiste de l'apprentissage. Et tous ces apprentissages s'intéressent à la géométrie, comment on peut apprendre la géométrie, comment on peut apprendre les mathématiques. Et c'est récemment, vraiment récemment, il y a M. Raillet qui m'a parlé, et qui me dit, mais pour les personnes handicapées, c'est bien de manipuler les choses, donc de faire du pliage, donc de prendre une feuille de papier. Vous prenez une feuille de papier qui est rectangulaire, voilà, hein. Donc il y a des angles. Donc, vous pouvez ressentir ce que sont les angles. Vous pouvez apprendre ce que sont les angles. Vous pouvez voir qu'il y a 4 angles. Hein, et vous pouvez ensuite, si vous pliez votre feuille, en faire un rectangle, etc. Donc on peut apprendre beaucoup de choses à travers la manipulation. Et ça, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis très longtemps du côté de Piaget, c'est l'apprentissage par l'action. Si vous avez simplement un triangle qui est là, représenté comme ça, à mon avis, ça dit beaucoup moins de choses que si vous dites aux enfants de faire des pliages. Donc voilà, ça j'ai appris récemment grâce à Raillet. Donc alors, parce que sinon on peut utiliser le pliage pour partir de la géométrie et aller vers le pliage. Hein, vous faites un dessin de triangle, vous expliquez ce que c'est que le triangle, et ensuite vous faites faire du pliage. C'est pas ça en fait. C'est découvrir, partir du pliage pour découvrir la géométrie et découvrir les mathématiques. Hein, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Tu vas intervenir tout de suite, oui. Quand tu m'as dit. Oui, c'est bien, c'est un bon moment. D'accord. Parce que je voulais raconter plein de choses aussi. Continue. Là, je vais laisser ça. C'est ça que je fais. Je partage un peu.
Ah, ok, on peut pas le faire. Ah, ok. Je vais pas le mettre. Merci Charles pour cette présentation si élogieuse. Je t'aime aussi. Si tu n'aimes pas, J'aimerais bien m'appeler Jaime. je vais pas rigoler. Bien. Donc, je vais parler donc, de technologie cognitive, des liens au handicap, mais surtout, je vais parler de la pédagogie un peu libertaire et la possibilité que ça donne pour la créativité et la liberté et curiosité et production. Pour ceci, je vais dédicacer cette conférence à Francisco Ferrer Guardia, qui était un pédagogue libertaire, 19e, début du 20e, et qui était l'auteur de l'école moderne, qui était après donc, l'inspiration à beaucoup d'autres pédagogues qui sont sur une table, comme ça. Lui, il était un promoteur de l'école laïque en Espagne. Naturellement, ça rentre en contradiction avec l'Église catholique, etc. Et du coup, il a été exécuté en 1909 et réhabilité 4 années plus tard, en considérant que c'était une erreur judiciaire. Malheureusement, c'est un peu le total. On a dû s'occuper de la continuité de cette personne-là dans ses travaux de recherche et de pédagogie. Là, vous voyez ici une sculpture qui se trouve à l'Université de Bruxelles, qui est dédiée à lui, à Francisco Ferrer Guardia. Il est en juillet, le 13 octobre 1909, martyr de la liberté des consciences. Et je me suis inspiré beaucoup en lui dans les démarches pédagogiques que j'ai pu faire. J'étais toujours très intéressé par les questions pédagogiques. Petite CV d'introduction. Donc, j'ai été en Espagne, j'ai fait des études scientifiques et des lettres. J'étais très intéressé par la pédagogie et j'étais en 3e année de pédagogie à Salamanque et j'étais expulsé parce que j'étais délégué. Non, enfin, je n'ai pas été expulsé, j'étais sélectionné pour ne plus revenir à l'université. C'est pas pareil parce que comme ça, je ne peux pas me défendre. Donc, ils sont fait une bêtise parce qu'ils m'ont envoyé la lettre de sélection les jours où ils commençaient l'école. Où il y a eu une manifestation, l'occupation de l'université, etc., pour les étudiants, avec ce qui est en 68 en Espagne, mais bon. Et ils sont obligés de me remettre et de me sélectionner pour ne plus revenir à la fin de l'année, ce qui était beaucoup plus facile pour eux. Et donc, du coup, j'étais très fiché à l'époque. Et je suis venu en France avec quelques amis qui se sont solidarisés et sont venus avec moi. Donc, ici, j'ai fait une histologie, mais quand j'ai commencé à voir, je vais faire de la recherche en psychose, et je commençais à me rendre compte que l'informatique était très importante pour faire de la recherche en psychologie. Et du coup, j'ai fait aussi une maîtrise d'informatique.
J'ai fait un DEA avec le psychologie expérimentale, Jean-François Lémy, qui aurait aimé que je fasse une thèse avec lui, mais il n'y avait pas de financement. La maîtrise de la science et la maîtrise de l'informatique, les algorithmes que j'avais développés ont été publiés dans le compte rendu de l'Académie des sciences, et du coup, j'ai eu plein de propositions pour faire des thèses financées. Dans les études informatiques que j'avais fait à Paris 8, il y avait 2 étudiants aveugles. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, c'est pareil, il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? L'imprimante à aiguille que nous avions, nous, on l'a détournée et 2 fois par semaine, on enlevait le plus grand et on avait fait un programme qui permettait de faire un pseudo-braille qui permettait aux 2 étudiants aveugles de mettre ce programme, de lire, corriger et voir les résultats comme n'importe qui naturellement. On a utilisé les points, les 2 points, l'apostrophe, etc. pour simuler ces brailles-là, qui étaient un peu plus grands que l'original, mais bon, c'était une manière de permettre aux personnes aveugles. Donc, comme je vous disais, ma maîtrise a été publiée dans l'Académie des sciences et du coup, j'ai eu tout de même beaucoup de propositions et je suis tombé dans un laboratoire robotique à l'ENST, École supérieure de la communication. C'était un laboratoire de physique. Moi, je n'étais pas tout ça. Et on travaillait dans les thermoplastes qui ont donné par la suite les CD, etc. Dans les calculs de spectre. Et moi, j'ai travaillé sur un filtre optimisé unique de transcodage. C'est ce qui m'avait proposé. Mais je me demandé est-ce que je peux continuer à faire des travaux sur une machine à lire pour aveugles. Naturellement, donc, le laboratoire est à toute disposition, donc pas de problème. Et je continuais à travailler sur ce type de problème. Donc, du coup, j'avais deux travaux différents, un sur la machine à lire pour aveugles et un autre qui était sur les problèmes qu'il y avait dans le laboratoire. Je trouve qu'un laboratoire de physique, les physiciens vivent dans un monde du continu. Mais les informaticiens vivent dans un monde discret. Donc, il y a des points et les problèmes sont complètement différents parce que, par exemple, dans une droite, bon, ça c'est, je continue à travailler sur la machine à lire, voilà les prototypes à l'époque, ça fonctionnait très bien, et dans une image, par exemple, dans un carré borné, un physicien va te dire, bon, sur un point, il y a un nombre infini des courbes qui passent par ces points-là. Donc, du coup, les coefficients directeurs est l'infini et tu peux avoir n'importe quel coefficient directeur. Un informaticien, par contre, il va dire, bon voilà, j'ai une image bornée, et à ce moment-là, voilà le niveau de probabilité que j'ai pour des tangentes possibles que je peux avoir dans comme ça. Ça n'a rien à voir avec une probabilité uniforme. Du coup, tout ce qui venait après, reconnaissance des formes, etc., devait être de prendre en compte ces problématiques-là, qui normalement en physique n'existent pas. Ensuite, quand on a un cercle, c'est pareil. Vous voyez, c'est la résolution d'une équation différentielle qui est de ce type-là, donc a au carré plus b au carré égale à n, un nombre entier, naturellement, et du coup, les primitives de cette solution, les rayons au carré, c'est n, et a carré b carré, ce sont les diverses coordonnées qui peuvent avoir dans l'image, et il y en a très peu qui répondent à cette équation-là.
ce sont des nombres premiers congruents à un modulo 4. Vous divisez par 4 si le reste est 1, mais voilà, c'est une solution de cette équation-là. Par exemple, 2 au carré plus 1, 5. 5, c'est une solution de cette équation. Bien, donc là, je travaillais pas mal sur ce système-là pour la reconnaissance de forme, et dans les images, je me suis, comme j'avais la double formation, j'avais fait pas mal de latin et de grec à l'époque, j'ai trouvé un manuscrit à la Bibliothèque nationale de Madrid, un manuscrit madrilène 694, qui est le livre, une copie du livre 4 de Diopante, dans lequel j'ai retrouvé ici une petite voilà, graffiti d'un étudiant qui disait que ton âme au Diopante soit avec Satan par la difficulté des théorèmes et en particulier des célébrats. Parce que là, c'était une sujet qui travaillait. Je continue à travailler sur les cryptages d'images parce que la circonstance était. On avait un avion qui allait à Lannion, au CNET, tous les jours, et on pouvait y aller. Comme j'ai travaillé dans beaucoup de commissions, et en particulier sur la partie handicap, on avait la réunion quand on avait l'avion, on avait la salle, on y allait, et je me suis retrouvé une fois avec une autre réunion antérieure qui n'avait pas fini, et on dit, bon, tu peux rester, mais c'est confidentiel. Et c'était précisément un système de cryptage qui s'est arrivé au point d'images pour les fax, pour envoyer l'image cryptée, par ailleurs envoyer des codes de l'image, et qui consistait à permuter toutes les lignes, permuter toutes les colonnes, et par ailleurs donc envoyer les deux permutations qu'on puisse recommencer l'image. Et puis à la fin de la réunion, je me dis, attendez, c'est sûr que ça va marcher. Je pense que si l'image n'est pas une image aléatoire, je peux la reconstituer à une symétrie. Tu déconnes, qu'est-ce que c'est cette histoire? De toute façon, il y a plus de possibilités qu'atomes il y a dans l'univers, et 1000 factoriels sous 1000 factoriels, effectivement. Et bon, le livre, laissez-moi un peu, donnez-moi 2 images, et puis je tente de les reconstituer. Bon, donnez 2 images. Et effectivement, j'ai travaillé pas mal là-dessus. Comme c'est un problème combinatoire NP complet, donc polynomial, j'ai utilisé le software. C'était un des plus grands ordinateurs des en France. Et j'ai tourné le programme, etc. Et j'avais des factures, des temps de calcul à l'époque de l'ordre de 300 000 francs par mois. C'était énorme. Mais effectivement, au bout de 2 mois, je suis arrivé avec mes 2 images et j'avais réussi à les composer parce que les images ont des ressemblances entre les diverses associations. Assez différentes. Je travaille aussi sur la détection de symétrie radiale. Bon, voilà. C'était une corrélation polaire. Donc, vous savez l'image ici. Vous la faites tourner, la corrélation, voilà le résultat que vous obtenez. Et puis après, voilà, par exemple, c'était le logo de l'IAPR. Vous avez présenté ce truc-là. Voilà, ça donnait que c'est une image à des symétries d'ordre 4. Bon, je vais vous passer les formules parce que c'est pas la peine. Donc, on analysait les courbes qu'on obtenait avec des descripteurs de Fourier. Bon, par exemple, dans cette image-là, voilà, l'ordre 6, donc c'est une image des symétries d'ordre 6. J'ai mis un accélérateur pour l'analyse de ces images-là, un accélérateur pyramidal, qui permettait de s'orienter vers les centres où il pouvait avoir une symétrie. Voilà, bon, ici, on voit bien qu'il y a on voit une structure, on monte
la définition et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à la fin à obtenir les centres de l'image dans l'exemple du pôle. Voilà, on l'analyse, voilà ce que ça donne comme résultat, et on obtient qu'effectivement, il y a un ordre 16 qui est très important. Par exemple, l'application en pilotaxie. Dans la pilotaxie, vous voyez, par exemple, ça c'est une pomme de pain. Voilà, et donc, vous voyez qu'il y a des petites spirales qui apparaissent, mais il y a aussi des spirales qui apparaissent dans l'autre sens. Donc, voilà, ici, on a 5, 8 et 13. Donc, des nombres de la suite de Fibonacci, c'est classique. C'est cactus, voilà, celui-là, c'est 13 et 21. Même chose, d'analyser de cette manière-là. Presque, là, vous voyez, dans cette zone-là, on dirait qu'il y a, eh bien, effectivement, il y a une symétrie d'ordre 40 personnages qui sont là-dedans. Les images, par exemple, des chairs, pareil, on fait l'analyse, dans un point comme celui-là, c'est une symétrie d'ordre 3, mais il y a dans les bancs qui ont des symétries d'ordre 3, d'ordre 2, par exemple, ainsi de suite. Le système est très, très bon et peu sensible au bruit. Voilà, comme ça, que ça continue à fonctionner. Et en même temps, donc, comme je vous disais, j'ai travaillé sur le handicap. Et voilà, par exemple, je viens constater que les nombres d'handicaps en fonction de l'âge ont augmenté de manière considérable. Vous voyez, à partir des 50 ans, ça monte incroyable. Et puis, j'avais constaté aussi qu'il y avait un problème, que voilà la pyramide d'âge dans les années 50, et voilà la prévision pour 2050. Donc, ça n'a rien à voir avec la pyramide. Là, vous savez très peu d'enfants par rapport à ça. Et par contre, vous savez beaucoup de personnes âgées. Donc, à peu près, il y a moins de personnes qui travaillent, parce qu'il y a moins de ce côté-là, mais ça posait un problème qui était double. Donc, il y a de plus en plus de personnes âgées, et plus la personne est âgée, et plus on a des problèmes. Et puis, d'un autre côté, les personnes âgées n'ont pas fait assez d'enfants pour s'occuper des personnes âgées. Ça, c'est encore un petit problème. Du coup, je vous informe que vous, X anniversaire, célébrez votre anniversaire et tout ça, et eh bien, vous risquez d'avoir un handicap rapidement, comme vous savez. Donc ça, tout ce type de problèmes, donc comme j'ai travaillé sur les questions d'accessibilité, etc., et j'ai très rapidement, j'ai été invité à participer à tout un tas de comités d'accessibilité. À l'époque, il n'y avait pas de monde qui s'occupait de ça. Et, par exemple, j'ai été, quand ils ont construit la Cité des Sciences, j'étais dans les comités d'accessibilité. Et on était 3 ou 4. Il y avait des professeurs avant, et on était présidé par Paul de Loubry. Il y a un pavillon là à côté, et qui est quelqu'un de très, très gentil, et surtout qui avait beaucoup à gauche et qui pouvait effectivement influencer, certaines manière ou d'une autre, tout ce qui est au lycée, au niveau de finalement, les centres ici, c'était un centre, ça a été un centre qui est très accessible depuis le départ. C'est bon. Mais de la même manière que là, j'étais au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Industrie, et dans les PTT, qui après, c'était à la DGT, Direction Générale de Télécommunications, qui s'était mis en Télécom à la suite, et Orange. Et Orange aussi, le Centre national de télécommunications, qu'elle était toujours très peu, mais assez dynamique pour tenter de forcer à que la question de l'accessibilité
on parle des années 80, 90. Donc, il y avait vraiment très peu. Donc, j'ai toujours forcé à minimiser les interfaces. Je n'ai pas toujours réussi. C'était dans un comité d'un financement, un truc comme ça, et ils ont décidé de faire un ordinateur pour aveugles. Bon, l'ordinateur pour aveugles, c'était un ordinateur dans lequel on savait intégrer dedans un clavier braille et une ligne éphémère. Je me dis, ça c'est vraiment une vraie bêtise, parce que vous ne profitez pas de l'évolution de l'informatique qui est considérable. Donc ils ont fait un ordinateur qui avait un disque dur de 34, je crois, un truc comme ça, et puis une petite mémoire, mais très rapidement, naturellement, 2 années plus tard, les disques durs et avec des ordinateurs, ce n'était pas des 34, mais des 300, mais la personne aveugle qui avait son ordinateur ne pouvait pas évoluer. Donc, il est resté coincé parce que son interface était associée à l'ordinateur. Donc, effectivement, ce qu'il faut faire plutôt, c'est une interface minimaliste, mais qui soit efficace pour la personne, qu'il peut la brancher n'importe où, et de manière à pouvoir évoluer de cette manière. Et de la même manière qu'il fallait faire des systèmes non propriétaires qui soient affectés à l'individu. Ça, par contre, on a réussi à enlever les problèmes qui s'est posé il y a une relation à très peu de temps. Si on arrivait à donner à un étudiant, par exemple, une interface pour un aveugle, eh bien, l'élève avait son interface. Mais quand il partait du lycée à l'université, eh bien, l'interface restait au lycée. Bon, rien, parce que de toute façon, peut-être qu'il n'y avait pas d'autres aveugles ou des choses comme ça, mais c'était comme ça. Voilà. Et récemment, on a réussi à faire en sorte que l'interface soit affectée à l'individu. Et que, quand il arrive à l'université, on n'est pas résoudre les problèmes, comment faire avec, il va falloir acheter une interface nouvelle, etc., qu'il y a une au lycée. Et pas possible de leur demander de me la prêter ou de me la donner, de la prêter à la personne. Ah, non, ça c'est inventorié chez nous et il doit rester ici. Il y en a un contrôle, c'est un. Et bon, dans ces années 80, il y a des apports techniques très diverses, traducteurs, terminaux braille éphémères, etc. Imprimante braille, et pour les sourds, il ne faut pas oublier que la langue des signes avait été interdite en 1980 et que cette interdiction a été levée en 1977, quand même jusqu'à un siècle après. Et les droits d'usage devaient revenir en 1991, à la loi Perdus, qui exclut le monolinguisme. C'était au moins les sourds qui utilisaient ça. Donc, à cette époque-là, il y a le Minitel qui est apparu. Vous savez que c'était une grande nouveauté avant Internet, naturellement. Et en 86, déjà, on dénombrait plus de 7 millions d'heures passées sur l'annuaire électronique. Donc là, dans le comité où j'étais, on a tenté de rendre un Minitel pour personnes sourdes, de manière à qu'ils puissent utiliser le téléphone. Il n'y avait pas de téléphone, sans sourd, c'est normal, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, on a changé les modems de derrière qui étaient 80 en émission et 1200 en réception. On a mis 80 émission, pareil, du coup, 2000 pour parler entre eux. Et ça a permis, donc, c'était 50 €, cette modification-là, et on a donné des Minitel dialogue qui s'appelait pour toutes les personnes sourdes qui les demandaient. Mais il y avait un piège là-dessus, on va voir tout à l'heure, et on a développé un autre système qui était le Lectel, qui était un Minitel pour aveugles, avec lequel la page était
interpréter et transmettre en mode monodimensionnel, qui est le mode d'accès pour les personnes âgées, soit par synthèse de la parole, soit en braille. C'est lié. Voilà les unités de dialogue. Voilà les premiers dialogues qu'il y a eu entre un aveugle et un sourd par la Minitel. Et c'était intéressant. Bon, bon, c'est pas moi ce n'est plus Alice qui parle, qui tape, mais René, je suis sourd. Et l'aveugle lui dit, tant pis pour toi. Ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu le vois bien. Oui, effectivement. Nous voilà donc d'accord sur ce point essentiel, mais la communication reste pas mal formidable. C'est vrai, mais une chance, tu n'as pas à payer le téléphone. Effectivement, il fallait payer en fonction du temps des communications. Et bon, une personne sourde qui utilisait un Minitel, et il y en avait vraiment besoin, parce que c'était la première fois qu'il pouvait communiquer à distance, eh bien, il mettait longtemps, parce qu'il tapait, et du coup, la facture pouvait arriver à des sommes astronomiques. On a réussi à convaincre les PDG à l'époque, tout ça, que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, il fallait donner un financement spécifique pour l'usage. On a réussi, et donc ils ont pu utiliser ça pendant longtemps. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a Internet. Voilà les lecteurs. C'est aussi le algorithme aujourd'hui d'interprétation de D et 1D, avec synthèse de la parole, qu'on appelle 50 exemplaires qui ont été distribués gratuitement aussi chez les gens. Et puis, je reçois une proposition des PTT de faire 1500 exemplaires et de les déposer dans chaque bureau de poste. J'analyse un peu la question. Je leur dis, ce n'est pas une bonne chose parce que, en fait, l'utilisation de l'Excel demande une connaissance quand même, et ce n'est pas. Donc, oui, mais on a gratuitement l'accès au 3615 qui était l'annuaire téléphonique. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était supprimer les doutes, qui étaient le renseignement téléphonique habituel. C'est-à-dire, je vais connaître le numéro de téléphone d'Internet. Naturellement, ça, les personnes savaient, ils le disaient tout le temps. Et du coup, s'ils supprimaient ça, ça leur coûtait un peu, ils mettaient ça en échange au bureau de poste où personne n'allait pas pouvoir s'en servir parce qu'il y avait un certain apprentissage à avoir. Donc, je dis qu'il ne me semble pas une bonne idée. Je ne comprenais pas qu'un temps à l'origine de ce truc-là, je ne voulais pas que ce soit développé. En fait, il voulait aussi donner une issue à la synthèse de la parole qui a été développée par les CNEP et qui ne savait pas quoi faire. Bien. Donc, à l'Université Paris 8, il y a eu beaucoup de diplômes innovants. C'est l'étude féminine, la psychanalyse, et puis des dérivés de l'informatique. Il y a musique informatique, art informatique, qui est devenu architecture de l'image, linguistique formelle, et puis nous avons proposé technologie handicap. On vient dire que l'université, à l'époque, on était à l'ancienne, et on tentait d'avoir un certain dynamisme pour trouver des solutions à des problèmes qu'on avait. Et, par exemple, en informatique, on n'avait pas des moyens, on voulait acheter des ordinateurs, des choses comme ça, mais on n'avait pas. Et du coup, dans une réunion du département, on a décidé d'aller visiter la rédaction de Charlie Hebdo. On est allé là-bas, c'était un comité de rédaction, et ils nous ont accueillis, ils nous disent, ben, nous, on est encore travaillé, si vous voulez, attendez, et à la fin, vous nous racontez votre histoire. Chose qu'on nous avons entendu, il y avait Polanski, Camus, tous étaient là. Et finalement, on leur explique, ils disent, bon, d'accord, ils nous ont envoyé Camus à Vincennes. Et là, il a fait double page en Charlie Hebdo avec tous les problèmes, etc.,
qu'il y avait. Et ça, on a gagné un peu parce qu'on a pu acheter un ordinateur, on a plus souvent dit ça. Puis après, on est passé au transfert des enseignes vers la Saint-Denis, là où on est actuellement. Bon, et là, il y a eu beaucoup de démarches faites, et ben, on n'a pas réussi, on a réussi à retarder de 2 ans, je crois, mais je ne sais pas si tu te souviens, ce transfert-là à Saint-Denis, on était tous contre, en plus que c'était assez bien, quoi. Et donc, bon, là, je suis mis à créer une cellule d'accueil des étudiants handicapés. Il faut bien dire qu'à l'époque, par exemple, quand on parlait avec de l'accessibilité à un ingénieur ou à un architecte, moi, parfois, discuter sur ces problèmes-là, et l'architecte m'a dit, écoutez, moi, je suis architecte, je ne suis pas médecin. Le problème, c'est comment faire pour que les gens puissent y accéder. Ben, je suis architecte, ce n'est pas mon problème. Et ça, le problème était aussi que l'accueil des personnes handicapées était affecté aux médecins, qui ne connaissaient rien, qui connaissaient peut-être bien les problèmes sur le corps de la personne, mais sur le problème de l'intégration, ce n'était pas leur problème. Donc, du coup, il y avait une différence qui était importante. Là, il a fallu aussi se séparer, parce que le pouvoir médical aussi est assez important. Et ils lâchent, même s'ils n'ont pas les compétences, ils ne veulent pas lâcher le morceau humain. Là, on est arrivé à le faire à Paris 8, donc on a séparé, on était les premières cellules d'accueil qui avaient été créées avec Paris 6. Et bon, on a travaillé là-dessus. Et en 1997, j'ai fait la proposition d'un DESS compatible avec un DEA sur le thème des technologies handicapées. Alors voilà, c'est une catastrophe. Le refus a été complet de tout le monde. Sans aucun avenir, tu n'auras pas d'étudiants, ça ne correspond à aucun domaine de la recherche, et tel. Donc, bon, mais c'était vraiment un niet complet. Et j'ai l'idée en 1998, il y avait un convocateur, un appel à projet des Socrates Zélial, des diplômes avancés à la commission de Bruxelles, et on a présenté un dossier, nous, l'Université libre de Bruxelles et l'Université Complutense de Madrid. L'évaluation du projet était très bonne, et ils nous ont donné une subvention pour préparer le programme, et le programme était déjà prêt. Donc on a utilisé cette subvention pour faire des études comparatives de législation européenne, et ça a été un best-seller, parce que personne n'avait fait ça, et donc du coup, on a apporté quelque chose d'intéressant. Et donc, en 2001, on a pu ouvrir notre diplôme. On a reçu un arrêté d'habilitation en juin, et puis on a voulu l'ouvrir en septembre. Mais sans personnel, avec un seul enseignant qui était moi, sans moyens, sans locaux, avec une opposition assez formelle de tous les milieux informatiques annexes, sans aucun matériel. Bon, on a reçu 12 étudiants, candidats, et il avait comme une anecdote, notre président, qui était Pierre Lunel à l'époque, allait recevoir la Légion d'honneur des membres de l'abbé Pierre à la bibliothèque. Et donc, quand il arrive, je le coince avec tous mes dossiers, je lui donne, il venait avec l'agent comptable, je lui dis, tiens, tu fais les réponses pour dire qu'on ne peut pas ouvrir les trucs. Il me dit, chier, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux bien que je les ouvre? Oui, mais bon, tu fais la lettre et tu l'envoies. Il allait me les balancer à la figure, l'agent comptable a pris les dossiers. On y va. Le lendemain, j'étais convoqué,
Je lui ai dit, tu vas voir. Il y avait le président de la comptable, et ils m'ont dit, oh, voilà, et on a étudié le dossier, donc tu vas avoir 350 heures complémentaires pour ouvrir les diplômes, et on n'a pu l'ouvrir de cette manière. Il faut faire, forcer un peu la main. Donc, on a créé un laboratoire TER, on l'a converti en laboratoire TEAM, technologie en la singularité, et après on s'est intégré naturellement en 2007 à Charles, parce que c'était la meilleure solution du point de vue aussi bien thématique, ça pouvait s'intégrer à nous, on apportait la partie informatique surtout, et une application qui était celle de la technologie élargie. Et la formation, je voulais qu'elle soit dès et par la créativité. C'est pour ça que j'ai fait cette référence tout à l'heure à Francisco Ferrer. Et l'idée, c'était il y avait une anecdote de Daniel Bois dans laquelle je lui avais demandé, elle était au lycée, comment tu peux déterminer l'auteur d'un immeuble à l'aide d'un baromètre. Vous savez que la pression diminue à mesure que monte. Et il a dit, oui, c'est très simple, je prends un chronomètre, je balance les baromètres et j'entends les sons, et comme je connais la vitesse du son et les lois de la gravitation, donc je peux déduire. Naturellement, ça n'a pas été accepté et il a été suspendu. Il a fait un recours, et puis à la fin, ils se sont réunis à plusieurs et ils ont dit, finalement, ce n'était pas la réponse qu'on attendait, mais il a tout à fait raison. Parce qu'il arrive à répondre à la question et nous avons posé et les mecs répondent. Ça s'est fait une seule fois, c'est vrai, parce qu'après, il va acheter un autre baromètre, mais ça a continué. Et donc, il est vrai qu'on a, au niveau universitaire, une difficulté assez importante à stimuler l'imagination et la créativité. Parce que si vous avez un groupe qui travaille sur le même sujet, c'est très difficile d'évaluer chacun. Donc, comme la question de l'évaluation est fondamentale dans l'enseignement, donc, du coup, c'est le problème. Mais, par ailleurs, on s'est pris beaucoup de choses. Alors, l'université ne forme pas au travail des groupes. Et en général, quand vous allez travailler dans une équipe, dans un groupe qui va travailler, qui va produire ou travailler sur des projets, et dans lequel chacun va avoir un rôle particulier. Et on favorise beaucoup plus l'acquisition de connaissances que la formation à la recherche. On ne stimule pas tellement la liberté, la créativité, etc. Et nous, on avait tenté de faire une formation à la gestion des projets, à la communication orale et écrite. En même temps, il faisait un travail de groupe. L'idée était la suivante. Chaque étudiant devait faire une proposition d'un projet original. Et à partir de là, on discutait et on essayait de sélectionner 3 ou 4 ou 5 projets de manière à qu'on crée des groupes pour développer ce projet dans un délai donné, 4-5 mois. Et voilà. Ça, c'était l'idée. Parallèlement, on formait à tout ce qui était la gestion des projets, les timings, la distribution des tâches, tout ça. C'était. Et puis, il avait fait une présentation de l'évolution tous les mois, un petit rapport d'état d'évolution des travaux, etc. Donc, on formait d'un côté tout ce qui était utilisation et la gestion des projets, mais en plus, on tentait de faire en sorte qu'eux, ils s'inventent des choses, qu'ils soient créatifs. Comment dire que pratiquement tout le temps, ils ne s'y croyaient pas. Donc, nous, on ne nous a jamais appris à faire ça, c'est normal.
l'idée, c'est que ce soit nous qui ayons cette idée. Et je voulais vous dire qu'à la fin, bon, une autre condition, c'était que les projets devaient être présentés à l'extérieur, d'une manière ou d'une autre, par une publication, par participer à un concours, par des choses comme ça, de manière à qu'il y ait aussi une évaluation externe. Et je peux vous dire que bon, souvent, les projets qui étaient comme ça devenaient comme ça. Et c'est normal, ils ne sont pas réalisés. Mais et même dans quelques occasions, ils aboutissaient pas. Mais le fait de ne pas aboutir n'était pas évalué de manière négative, parce que de toute façon, ils avaient appris beaucoup de choses. Et il était mieux de faire en sorte qu'ils se cassent la gueule là, que non qu'ils coulent une boîte 2 ans plus tard. C'est, à mon avis, une autre chose qui me semblait importante. Et puis, notre condition, c'était la mise à disposition gratuite des études de développement qui était faite de manière à faire en mode open source, etc. Une autre chose qui est curieuse, c'est qu'il était obligatoire dans le master d'avoir une langue étrangère. Et dans notre master, ce qu'on avait mis, c'était la possibilité de faire la LSF, parce que c'était normal, c'est un master technologie handicap, ça allait à traiter avec des sourds, avec des choses comme ça. Naturellement, ça c'était illégal, parce que la LSF n'était pas une langue étrangère. J'ai réussi à discuter avec les ministères à que les textes changent et qu'ils mettent non pas une langue étrangère, mais une langue vivante. Et à ce moment-là, ça marche. Et comment je le fais? Si vous mettez une langue étrangère, imaginez que la langue étrangère, c'est le latin, parce qu'au Vatican, ils parlent le latin. Et là, eux, ils sont, ah oui, tu as raison, eux, quand même, effectivement, eux, ils sont mieux de mettre une langue vivante. Eux, sont mis là, et à ce moment-là, nous, on rentrait sans aucun problème là-dessus. C'est public, on n'a jamais été attaqué pour avoir mis la langue des signes là-dessus. Ça aurait eu des conséquences, puis avoir des conséquences beaucoup plus problématiques. Donc, cette histoire de créativité me semblait très, très importante. Et alors, je disais, bon, l'attitude peut être créative, proposer à un aveugle de devenir accordeur de piano, thérapeute. Ça, c'est ce qu'on fait normalement. Créative, c'est proposer à un aveugle, comme type de recherche, la reconnaissance des espèces d'oiseaux dans une forêt. Effectivement, il s'écoute et il peut beaucoup plus facilement, peut-être que nous, donc c'est un aspect beaucoup plus positif. Et donc, ça, effectivement, voilà, très créatif, c'est proposer à un aveugle de devenir conducteur de classique, mais ce n'est pas réaliste. Et donc, cette politique technique, il y a eu beaucoup de propositions. C'était des groupes multidisciplinaires, souvent. Donc, il y a une grande recherche, il y a une difficulté de communication parfois, parce que ce n'était pas la même chose. Un médecin et un mathématicien discutaient des problèmes sur le handicap. C'est arrivé, mais bon, ça posait des difficultés, mais ça enrichissait aussi les participants. Bon, il y a eu tout un tas des projets, on a eu beaucoup de prix à l'extérieur sur les projets faits par les étudiants. Voilà un exemple, c'est la langue des signes sur le web. Donc, ils ont fait un dictionnaire de langue des signes qui était mis sur le web et ils ont fait 300 mots, parce que dans les temps, ils ne pouvaient pas faire. Mais après, on a pu avoir un contrat avec la région de France, on a pu embaucher un sourd, précisément, pour continuer. On a réussi à faire 3000 mots dans les dictionnaires. C'était le premier dictionnaire qui a été fait en 2004, je crois. Voilà les pages. Alors, les statistiques, vous voyez, en 2007, on a eu 5 055 000 pages d'échange. Ce qui fait que l'Université de Paris 8 sur Google était la première. Ainsi que les masters
notre master, c'était les premiers qui sortaient parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de consultations sur le site master. Voilà, en 2006, ça avait déjà commencé, donc on est arrivé à 5 000. Et donc, je pense qu'il y avait une motivation exceptionnelle. En plus, c'est bien quand il travaillait sur les projets. Parfois, je lui il restait la nuit à travailler à l'université. Maintenant, c'est plus projet, mais bon, à l'époque, oui. Les taux d'intégration de notre université, c'est les meilleurs avec l'IFG, l'Institut français des jeux politiques. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment un besoin. Et comme conclusion, c'était un peu long, excusez-moi. Il me semble que la liberté de recherche est fondamentale pour la créativité. Et la créativité est souvent contestataire, anticonformiste, imaginative, mais il est très productif. Du coup, il est vrai que pour nous, pour les 5 ans, ça nous demandait un travail énorme, je peux vous l'assurer, énorme, parce que parfois, il y avait des sujets dans lesquels nous n'avions pas de compétences. Donc, il fallait trouver, chercher, trouver même la personne qui était compétente, qui pouvait aider à encadrer, etc. Et par exemple, des sujets qui avaient besoin du matériel spécifique, il fallait les commander. Mais comme ça s'est passé en novembre, c'était la fin juste des crédits universitaires, donc il fallait se dépêcher, même avancer nous-mêmes pour pouvoir faire que les étudiants puissent arriver à ces objectifs. Il faut bien dire que souvent, les étudiants ne pensaient pas qu'ils allaient être capables de faire ça. Au départ, ils considéraient que c'était impossible. Ils n'avaient pas été formés pour ça. Mais à la fin, ils avaient réussi et vraiment, on recevait des remerciements de tous les côtés. J'aurais jamais pu croire que j'allais être capable de faire ça. Et donc, c'était bien dans l'esprit des Socrates. L'éducation est l'allumage d'une flamme et non le remplissage d'un récipient. Voilà. Alors, je vous donne ici, pour ceux qui sont intéressés, l'article géométrie qui a cité Charles tout à l'heure, et dans lequel vous pouvez voir un peu la synthèse de toute la partie scientifique, théorique, ça c'est la géométrie axiomatique, et l'utilisation d'un papier pour manipuler, ce qui permet de rendre très accessible la géométrie aux personnes simples. Et si vous êtes intéressé, faire une photo, et comme ça vous pouvez les télécharger si vous souhaitez. Les gens s'amusent beaucoup avec ça, parce que c'est un petit document sur la géométrie théorique euclidienne, mais détourné à partir du pliage de papier, mais dans lequel on peut aussi démontrer tout un tas de théorèmes. Là, il y a quelques exemples, et en particulier, on peut aller plus loin que la géométrie euclidienne. Donc, vous pouvez démontrer des théorèmes qui, avec la règle de compas, ce n'est pas possible, comme la trisection d'un angle. C'est démontré au 19e que c'était impossible avec le compas, mais avec les axiomes de l'origami, c'est possible de le faire. Voilà, merci beaucoup. Là, vous voyez les diplômes des prix qu'on a reçus, notre prix, sur les projets de discipline. Et là, je pense que... Ah merde. Je vais montrer ici.
en dessin des câbles et tu vas reconnaître des gens. Ah oui, Patrick Gossens. C'est le sens. Ouais. C'était Paris, donc, dans la Charlie. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Patrick Gossens. Non, oui, Patrick Gossens. c'est à droite. Et ah oui, d'accord. Et Daniel Gossens. Ah oui, non, Oui, bon, j'ai oublié de dire une chose, et lui, il a oublié. on enregistre toujours. Hein, oui. Bon, Ok, non, mais si, c'est important qu'on l'ait là. ah bon, ben, ouais, il est là. Excuse-moi, c'est ça que je voulais dire, que c'est j'aimerais bien. D'accord. Et j'ai oublié de dire, je suis un très grand amateur depuis que j'étais petit de la magie, je fais de la magie, de l'astronomie, donc je participe à des missions à l'observatoire des petits, et de la chimie depuis petit, j'ai toujours été. Donc, je vous apporter ici, pour les cocktails de tout à l'heure, Calvados du Pays d'Auge. Bon, je ne vais pas lire tout, mais pas avoir une descente de la police. Avec concentré de santé, embouteillé spécialement par Tim, à l'occasion des 50 ans des sciences cognitives chartes de 2023. En fait, ce que je sais, c'est qu'il y a une autre production. Oui. Donc ça, bon, là, vous savez, environ entre 30 et 40 kilos des pommes à cidre du Pays d'Auge, plus 6 heures de travail à peu près. Mais bon, on peut les déguster tout à l'heure. Celui-là, il doit avoir cette année de vieillissement. Voilà. Donc sinon, au lutin, il y a vraiment croissant, tout ça, tapé. Henri Le Hall, c'est un éminent chercheur qui était au laboratoire du côté EPHE. Il aurait aimé venir, mais il ne pouvait pas. Donc, il a donné un texte à lire, et c'est François Jean qui aurait lu ce texte. Mais François n'étant toujours pas là, je me propose de le faire. Parce qu'on peut voir le code pour le Zoom. Ça marche bien. Vous êtes reconnecté, c'est ça? Bon. Donc, je vais commencer la lecture et ayant le plus clair, le plus clairvoyant possible. Donc, un texte qui s'appelle Un modèle pour l'histoire, une histoire de modèle.
C'est un grand bonheur de participer à ces journées d'études. Merci aux organisateurs, tout particulièrement à Charles, François et Isis. Un grand merci aussi à François et Charles pour m'avoir accueilli jadis dans l'ambiance chaleureuse, motivante et productive de leur laboratoire. Cela m'a bien changé des monologues montpelliérains. Pour répondre aux objectifs de ces journées, mes contributions à la psychologie du développement se trouvent assez facilement, par exemple dans le manuel écrit avec Daniel Mélier, ce manuel de l'EA de 2021, donc tout récent. Pourquoi la science ne se développe pas? Et mes choix de référence psychologiques sous-tendent mes rubriques dans l'encyclopédia universaliste. Vous allez trouver dans l'encyclopédia universaliste pas mal d'articles de Henri Lehel. Et pourquoi, pour cette brève présentation, j'ai choisi de résumer les deux thèmes qui me préoccupent actuellement. Le premier est assez général, puisqu'il s'agit des questions que je me suis posées en m'intéressant à l'histoire de la psychologie du développement. Le second est au contraire très spécifique, car il propose de réfléchir sur un modèle de développement cognitif, le modèle DCDI, qui signifie deux cheminements développementaux impliqués. Donc, et pour lui, c'est une avancée dans la méthode, la manière dont se fait le développement cognitif, d'avoir le développement qui s'invite. Alors, la première partie s'appelle un modèle pour l'histoire. En 2006, Jacques Letray m'a demandé d'écrire pour l'enseignement à distance de Paris 8 un chapitre d'histoire de la psychologie du développement. Impossible de rédiger une simple liste événementielle en alignant des auteurs depuis les origines. S'intéresser à l'histoire d'une discipline, c'est en même temps réfléchir sur son épistémologie, donc la logique des connaissances de cette discipline. L'épistémologie a deux sens, il y a la logique des connaissances et puis le fait que ce soit la dimension historique. Donc l'idée de construire la formule suivante qui détermine le plan du chapitre. Ce chapitre, c'est objet, méthode, croisé avec formulation théorique, inclus dans l'histoire sociale et inclus dans la classification des sciences. Vous voyez, c'est Henri Lehel, et son ouvrage, je dirais le titre, c'est l'auto-organisation en psychologie du développement. Modèle connexionniste, quoi de plus récent, ce qui se fait actuellement, c'est sur du deep learning comme des modèles connexionnistes, modèle connexionniste, dynamique et structuro-sémantique. Donc, il y a la sémantique dont on a déjà parlé. Donc, en lisant cette formule que j'ai donnée auparavant, on voit que l'histoire d'une discipline scientifique commence par celle de son objet d'étude, ici de la psychologie du développement. Donc, si vous voulez étudier votre discipline, il faut d'abord commencer par l'histoire. Comment est apparue historiquement l'idée d'une étude scientifique de l'enfant en développement? Voilà une première question cruciale. Ce faisant, on se rend compte que cet objet ne se révèle pas de lui-même. Personne n'a jamais vu un enfant grandir. Ça, il faut vraiment y réfléchir. Même si vous avez une plante, est-ce que vous voyez la plante grandir? Non, les choses se font de manière tellement lente que ne la plante pas. L'enfant en train de grandir, de l'autre plante, c'est un. Ce faisant, voilà donc une question cruciale. On se rend compte que cet objet ne se révèle pas de lui-même. La construction de l'objet résulte en fait des méthodes susceptibles de mieux cerner cet objet. D'où une seconde question historique, celle de l'évolution des méthodes. Et en psychologie, nous ne sommes pas uniquement des arpenteurs du comportement. Toute donnée, ça c'est important, est issue d'une méthode qui n'a de sens que par rapport aux interprétations théoriques et aux critiques possibles.
Nous avons donc en définitive un triplet. L'objet, croisé avec les méthodes, croisé avec les théories. Donc chaque élément peut être analysé historiquement. Ce triplet se retrouve dans tout paradigme expérimental, comme le paradigme de l'attachement, celui des conservations. Pour chaque paradigme, on a un objet d'étude, un prototype de procédure qui est susceptible d'être modulé, varié, adapté aux circonstances, une théorie permettant d'interpréter les comportements, la théorie de l'attachement, la théorie opératoire, etc. Il faut cependant ajouter à ce triplet un quatrième aspect historique, celui des contextes sociaux, des réseaux et des écoles de pensée. L'histoire d'une discipline résulte, en effet, en grande partie des aléas ou des contraintes qui sont liées aux rencontres et aux circonstances. C'est important, soyons ensemble. Donc, il est instructif, par exemple, de retrouver la longue liste des personnes ayant participé aux rencontres à Genève du temps de Piaget et d'Inolder. On a vu une photo tout à l'heure, vous étiez sur la photo de Piaget, c'est ça, c'est important d'aller faire les conférences, de discuter, de participer des groupes. Dans le cas des conférences coordonnées par Inelder et Tanner, on note la présence de personnalités aussi diverses que John Bowlby, Conrad Lorenz, Margaret Mead, René Zazzo, Whiting, Erickson, etc. Autre exemple, le fameux débat entre Piaget et Chomsky. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à lire, on est le programme de gauche, le débat de Piaget et Chomsky, et tout le débat entre Linné et Aki en quelque sorte, parce que Piaget, il défend que c'est en agissant sur les objets qu'on découvre ce qu'ils sont et que se forme notre intelligence. J'ai été très étonné parce que nous avons la dernière intervention ce soir qui dit que l'intelligence est dans les choses. Voilà, je me dis, ça c'est Tony Nathan qui fait peut-être du Piaget. Donc, on en saura quelque chose en fin d'après-midi. Ça me questionne. On se souvient également des aventures de Baldwin, un Américain obligé de se réfugier en France, et aussi de la redécouverte de Vygotsky dans les années 60. Vygotsky, grand psychologue soviétique, après sa mise à l'écart en URSS sous le régime communiste et sa mort en 1934. Ainsi, la société des scientifiques est un système vivant. Donc, nous faisons partie d'un système vivant, dont les historiens doivent tâcher de démêler les extensions, les impasses et les ruptures. Enfin, l'histoire d'une discipline scientifique ne peut pas se faire sans la situer dans l'ensemble des autres sciences. Il faut être interdisciplinaire. Et notre laboratoire, voilà, est conçu de manière interdisciplinaire. Cela soulève le problème de la classification des sciences. Ce problème n'a pas été abordé dans mon chapitre rédigé en 2006. Sur ce thème, on se souvient tous des propositions de Piaget, en 1967, concernant le cercle des sciences. Sciences logico-mathématiques, entourées des sciences physiques, dans les sciences biologiques, dans les sciences psychologiques et dans les sciences logico-mathématiques. Et les propositions de Piaget sont plus complexes que celles qu'on en retient habituellement. Pour lui, il y a cercle, c'est quand on s'intéresse au domaine matériel des sciences, leur objet, ou comme on le formulera plus loin, la partie de l'existant flexible. Mais il n'y a pas de cercle sur le plan conceptuel, où, selon Piaget, l'ordre est linéaire et sans retour. En effet, comme Piaget le formule évidemment, il s'agit de construire des théories, le domaine conceptuel. Le mathématicien ou le logicien ne commence pas par consulter les psychologues et même de faire de l'introspection. Il devrait être. Par ailleurs, Piaget propose de distinguer pour chaque science ou chaque ensemble de sciences les 4 ensembles cités plus haut. Un domaine épistémologique interne, lorsque les scientifiques développent un regard critique sur leur propre discipline.
Donc, il faut être critique sur sa propre discipline en tant que scientifique. Et ne pas l'être, ce serait vraiment être dogmatique. Et un domaine, second domaine, épistémologique dérivé. C'est dérivé lorsque les sciences sont comparées et que l'on cherche à dégager leur relation de dépendance ou de filiation. On le retrouve alors la structure cyclique déjà mentionnée. Et cette structure cyclique n'interdit pas d'éventuels court-circuits comme le formule Piaget, tout en précisant c'est le cas banal où, par exemple, une théorie psychosociologique utilisera les mathématiques sans passer par la biologie ni la physique, etc. En complément de ce qui précède, il nous semble important d'introduire la notion de survenance. La survenance, c'est ce qui survient, et il y a des modèles sur l'émergence, voilà, qui rejoignent ça. En effet, cette notion peut caractériser un type de relation entre deux sciences A et B. A survenant sur B. On peut penser par exemple à la chimie A, et à la physique B, à la psychologie A, et à la physiologie B. Donc la psychologie survient sur la physiologie. Aux sciences logico-mathématiques A, et à la psychologie B. Donc les sciences logico-mathématiques surviennent sur la psychologie. Dans ces cas, l'existence de la science B, c'est-à-dire les phénomènes matériels qui constituent son objet, est toujours plus étendue que celui de la science A. Remarquons que l'existence de la physique est le plus étendue de toutes les sciences. Il s'agit de l'ensemble des phénomènes naturels en incluant ceux qui se déroulent dans les galaxies lointaines. Ainsi, pour tout couple A sur B, l'existence de A est constituée d'une partie réduite de l'existence de B. C'est vraiment une théorie de la catégorisation dont on parlera de Jean-François Richard, parce que Sébastien Frotreno a développé comme modélisation. Et Henri Laval va rappeler ça. Cette partie réduite est une partie commune, c'est le même existant. Alors pourquoi constituer une science A et son existence fait déjà partie de la science B? La raison de la constitution de la science A tient au fait que la partie commune A, et donc A dans B, peut difficilement être cernée par les méthodes et les théories de la science B. Le grain d'analyse y est profond et les constructions seraient trop complexes. Réduire la science A à la science B est en pratique impossible. En revanche, cette partie commune devient intelligible avec les méthodes et les concepts de la science A survenant sur la science B. Les exemples que l'on a cités peuvent illustrer ce point de vue. Donc ça, c'est un texte tout à fait original de Henri Laval. Il est écrit spécialement pour vous, pour nous, et donc il reste à peu près 2 paragraphes et demi, et puis la troisième partie, une histoire du modèle, on la lira plus tard. Alors, c'est particulièrement le cas des relations entre la psychologie et la neurophysiologie. On parlerait, d'où l'importance d'être ensemble entre informaticiens, psychologues, neurologues, etc., pour pouvoir travailler tout ça ensemble. Tous les phénomènes neurologiques n'ont pas automatiquement une correspondance au niveau psychologique. Là, le A, c'est psychologique. En revanche, tous les phénomènes psychologiques correspondent obligatoirement à des phénomènes neurologiques. On voit bien, les relations, d'implication. Piaget l'avait bien vu quand il écrit, 1967, page 11.083, à propos du parallélisme entre la psychologie et la physiologie. À toute structure consciente correspond une structure organique, sans que la réciproque soit toujours vraie. Comme Jean-François Richard explique que c'est quoi l'implication, c'est A, B, par exemple, B n'implique pas forcément A. Si tu es un chat et un animal n'est pas forcément un chat.
Et donc, ce qui se retrouve là dans une expression épistémologique, c'est ce que Piaget dit, le parallélisme entre la psychologie et la physiologie. Donc, je reprends. En revanche, tous les phénomènes psychologiques correspondent obligatoirement à des phénomènes neurologiques, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, à toute structure consciente correspond une structure organique, sans que la réciproque soit toujours vraie. Par conséquent, comme dans tous les cas de relation A sur B, ce qui est formulé en psychologie A dépend des contraintes attestées en neurophysiologie B. Et ce qui est formulé en A serait informulable en B. C'est pourquoi des relations de dépendance s'observent dans les deux sens. Par exemple, les données recueillies en imagerie cérébrale seraient largement ininterprétables sans les données de la psychologie. Et vous avez un ouvrage de Guillaume qui est rien besoin d'une thèse qui dit « Le cerveau n'est pas ce que vous pensez ». Autre exemple, c'est une belle illustration. C'est une figure de style qui illustre très bien. Autre exemple, les constructions logiques et mathématiques sont une partie des compétences cognitives humaines, et donc, comme le soulignait Piaget, pas de logico-mathématiques sans psychologie. C'est ainsi que se ferme le cercle des sciences. Mais il faut ajouter une remarque importante, parce qu'il nous semble que le cercle des sciences ne se ferme pas entre le logico-mathématique et la physique sous le même mode qui se déroule entre la physique au logico-mathématique. Il y a bien une relation de dépendance entre la physique et le logico-mathématique, car il est impossible de faire de la physique sans mathématiques. Mais cette dépendance est de nature conceptuelle, tandis que les dépendances qui vont sur le cercle de la physique au logico-mathématique sont de nature matérielle, sur le mode de la survenance. Ainsi, l'étude de l'existant est maximale pour la physique et minimale pour le logico-mathématique. Se construit sur une partie seulement de la cognition psychologique. Et pourtant, les constructions logico-mathématiques sont potentiellement maximales, car elles sont non seulement une condition nécessaire à l'émergence de la physique, mais elles irriguent également toutes les autres sciences qui ne peuvent exister dans le recours à des modélisations de nature logico-mathématique. Pour représenter le cercle des sciences, il conviendrait donc de commencer par la physique, existant plus large, et non pas par le logico-mathématique. Je ne disais pas autre chose tout à l'heure en disant qu'il valait mieux partir du pliage de papier à géométrie, de partir de la géométrie. Donc, il conviendrait donc de commencer par la physique, existant le plus large, et non pas par le logico-mathématique auquel on aboutit, et qui devient pourtant la condition d'existence de toutes les autres sciences, à commencer par la physique. Et comme toutes les formes de connaissance, compris celles du domaine logico-mathématique, ne peuvent se construire sur un sens d'une existence psychologique, il est essentiel de chercher à mieux comprendre, à la suite de Piaget, comment se forment les connaissances.